Bien, alors bonjour. Alors dans cette vidéo, on va essayer aujourd'hui de revenir sur quelques points et sur quelques éléments du programme de première année baccalauréat. On a choisi un support relatif à la pièce Antigone de Jean Anouilh. C'est un extrait à partir duquel on va essayer de voir quelques effets linguistiques et faire un petit rappel du même coup de la pièce de façon générale. Alors, voici le support. Alors, Créon et Antigone, c'est le dialogue oppose, la scène oppose Créon et Antigone, les deux protagonistes et à la fois les deux antagonistes de la pièce. Alors, rien d'autre ne compte et tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre, pâle comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, vite, retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote. Assis au soleil, ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas, ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étiocle. Ce ne sera pas vrai, rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Antigone murmure, le regard perdu. Le bonheur, Créon a un peu honte soudain. Un pauvre mot, hein? Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Créon hausse les épaules. Tu es folle, tais-toi. Antigone, non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse, tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie, je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Créon, tu aimes aimant? Antigone, oui, j'aime aimant. J'aime un aimant dur et jeune, un aimant exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si aimant ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus aimant. Créon, tu ne sais pas ce que tu dis, tais-toi. Antigone, si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de très loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Elle rit. Ah, je ris, Créon, je ris parce que je te vois à 15 ans. Tout d'un coup, c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout faire. La vie t'a seulement ajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Créon la secoue. Te tairas-tu enfin, Antigone? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûr de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite ou mourir. Bien,
Alors, ça c'est un extrait du fameux dialogue, de la fameuse scène qui est opposée, comme j'avais dit au début, entre Antigone et Créon, son oncle le roi. Ça représente un peu le nœud dramatique, c'est la crise de la pièce, où on voit que la crise arrive à son paroxysme, à son comble. Alors, comme situation de passage, c'est un extrait d'Antigone qui représente le nœud dramatique de la tragédie moderne de Jean Anouilh. Donc, on va se rappeler que c'est le nœud dramatique, que c'est une tragédie moderne de Jean Anouilh, écrivain français du XXe siècle. Créon est sur le point de convaincre Antigone de renoncer à son projet, le projet d'enterrer son frère, bien sûr. Mais son discours sur le bonheur relance la protagoniste et la conduit droit vers sa fin tragique, à savoir sa mort. Le dialogue est assez lent. Moi, on a essayé de choisir un passage plus, comment dirais-je, plus important ou bien plus fort. C'est le moment, c'est surtout le moment où Créon paraît arriver à convaincre Antigone de renoncer à son projet. Il a commencé à bousculer et il lui a donné plusieurs arguments de plusieurs ordres émotionnels, logiques. Il a essayé beaucoup d'arguments. Et finalement, Antigone paraît être convaincue. Et à un moment où il allait revenir dans sa chambre et oublier le projet qu'il s'est tracé, celui d'enterrer son frère, Polynice, Créon a eu le malheur et a eu la maladroitesse de lui parler du bonheur, cette notion du bonheur. Et c'est là, c'est le tournant. C'était le tournant de la pièce, le tournant de ce nœud dramatique. Au moment où on sentait que la tension descendait un peu et que le problème va connaître une certaine résolution, une certaine solution, ce tournant qu'on appelle dans le domaine du théâtre, qu'on appelle le nœud dramatique, a relancé l'intrigue de la pièce encore une fois. Et cette relance va mener Antigone à sa destruction en tant que personnage héroïque, en tant qu'héroïne tragique, dont la fin est connue depuis le début, depuis le prologue, ce qui est la mort. Bien, alors, rappelons-nous au passage quelques vocabulaires, quelques lexiques du théâtre. Nœud dramatique, tragédie moderne, par opposition à tragédie classique. Il y a protagoniste, antagoniste, il y a la fin tragique qui est la mort généralement. Et puis il y a cette notion du bonheur qui représente un peu le bonheur chez... le bonheur de Créon n'est pas celui-là. La conception du bonheur chez Créon n'est pas la même conception que chez Antigone. Et cette opposition qui va mener Antigone, la protagoniste, à la fin tragique qui est la mort en fin de compte. Bien. Donc, je présume qu'on a fait un petit rappel rapide de la pièce. Antigone va mourir à la fin. Créon va se retrouver seul après la mort de sa femme, Eurydice, après le suicide de son fils aimant et après, bien sûr, la mort d'Antigone, sa nièce. Rappelons que l'histoire se passe entre familles, quoi. Et ça, c'est une caractéristique très importante de la tragédie. La tragédie, surtout la tragédie classique. La tragédie classique repose sur des personnages de très haut rang social. Des princes, des rois, des héros légendaires, etc. Donc, parlant d'Antigone, c'est la fille d'Œdipe. Antigone, Ismène, ses deux frères aussi, ce sont les enfants d'Œdipe. Et nous savons tous, nous connaissons tous l'histoire d'Œdipe et le mythe d'Œdipe. Bien, alors à partir de ce texte, à partir de cette séquence, nous allons essayer de voir quelques autres leçons. Pas voir de façon approfondie, mais juste faire un petit rappel, parce que ça, on est bien sûr que vous l'avez vu au cours de votre année scolaire, mais donc là, on est en train de faire un rappel et de combler certaines lacunes, si lacunes il y a bien sûr. Alors, on va commencer par les figures de style, c'est la leçon, le cours qui est le plus important, qui vous préoccupe, qui préoccupe un peu l'esprit de tous les élèves, surtout lorsque les examens approchent, les examens de fin d'année et l'épreuve régionale. Bon, bien sûr, la pièce Antigone est une pièce qui contient énormément de figures de style,
parce que c'est un texte littéraire, et nous savons bien que les figures de style trouvent leur épanouissement dans les textes littéraires, parce que ce sont des procédés littéraires en premier lieu. Alors, on appelle figures de style, alors, les figures de style, ce sont, qu'on appelle aussi figures de rhétorique, ce sont des procédés d'écriture. Ça, c'est important, ce sont des techniques, ou bien des procédés d'écriture que l'auteur utilise pour plusieurs raisons. Nous en retenons 3 essentiels. Alors, généralement une figure de style a un rôle ornemental, esthétique. L'objectif principal d'une figure de style, c'est donner de la beauté au texte, donner un côté esthétique à tout texte littéraire. Donc, une figure de style, ce sont les procédés d'écriture utilisés par un auteur pour rendre poétique un texte, pour rendre expressive l'évocation des sentiments, voilà, donc poétique un texte, expressive l'évocation des sentiments et persuasif un discours argumentatif. Ainsi, les figures de style ayant essentiellement un rôle esthétique, c'est de quoi on a parlé tout à l'heure, c'est le rôle esthétique, c'est le beau, hein, l'esthétique c'est la beauté, d'accord? Alors, ces figures, elles donnent de la puissance au sens. Alors, vous savez, on peut dire une phrase de façon normale, mais on peut aussi la dire en utilisant une technique ou un procédé de rhétorique qui la rende plus puissante. Qu'est-ce qui est plus puissant? C'est le sens, bien sûr. Quand on dit ce petit enfant a les yeux bleus, c'est une phrase qui contient une information très simple. Mais si on dit ce petit garçon a les yeux comme le ciel, vous voyez, donc on véhicule la même information, mais de deux façons différentes, une façon simple et une façon plus esthétique, plus belle, quoi, en utilisant une figure de style qui est bien sûr la comparaison. Alors, la puissance du sens et la beauté au texte. Alors, si on veut résumer rapidement, la figure de style, c'est un procédé technique utilisé par les auteurs pour donner du sens, de la force au sens de leur texte et de la beauté, bien sûr, de leur texte. Alors, dans le texte que nous venons, le support que nous venons de lire, on a relevé quelques figures de style. Moi, j'en ai relevé 4 pour vous. Alors, il y a une métaphore dans la phrase « Je buvais tes paroles ». Vous voyez, donc « Je buvais tes paroles », c'est une métaphore. Si on veut la transformer, on sait tous que la métaphore, c'est quoi la métaphore? La définition la plus simple, la métaphore, c'est une comparaison privée de son outil de comparaison. D'accord? Alors ici, je buvais tes paroles, on peut ajouter par exemple, je buvais tes paroles comme je bois de l'eau par exemple, comme de l'eau, et ça, on retient à la fin, on se retrouve avec une comparaison. Donc c'est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments différents par le truchement, par le biais d'un outil de comparaison qui ne figure pas dans cette phrase, et dans ce cas, ce qui fait de cette phrase, non pas une comparaison, mais une métaphore. Même chose ici, c'est la vie. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est toujours une métaphore. La vie, c'est un livre qu'on aime. Alors, la vie, on peut dire que la vie, c'est le comparant, pardon. Un livre, c'est le comparant. Il n'y a pas d'outil, donc c'est une métaphore et non une comparaison. Alors, troisième exemple, ou bien troisième figure que nous avons relevée dans le texte, c'est « Dites à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre ?» Alors, dans cette phrase, dans cet énoncé, il y a deux figures de style imbriquées. Il y a une figure de style qui est l'anaphore. L'anaphore qui consiste à reproduire au début de chaque phrase la même expression ou bien le même mot. Donc, c'est la répétition au début de chaque phrase du même mot ou de la même expression. Ça nous donne l'anaphore. Et puis, il y a la gradation. Hein, la gradation, cette figure de style qui consiste à créer une certaine progression de sens dans la phrase en mettant côte à côte des mots qui ont une certaine croissance de sens, soit ascendante, soit descendante. Donc, ici, nous avons mentir, sourire et vendre. La gradation, c'est une figure qui fait partie
des figures de l'amplification, hein, comme l'hyperbole. L'objectif, c'est exagérer un peu le sens en créant une certaine progression dans le sens exprimé dans la phrase. Bien. Donc, ce sont juste quelques types de figures que nous avons relevées, mais bien sûr, il y a d'autres figures de style avec toutes leurs catégories. Le texte d'Antigone est un texte qui est très riche en matière de figures de style, figures d'analogie, figures d'opposition, figures d'insistance, figures d'amplification et beaucoup d'autres. Donc, ce ne sont que à titre d'exemple. Voilà. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qu'on va consacrer au registre du texte. C'est une leçon qui a une certaine importance aussi. Le registre de texte, alors, comme titre de rappel, c'est quoi un registre? Alors, registre ou tonalité ou bien ton du texte, c'est un peu l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque chez le lecteur certains effets particuliers, des effets soit émotionnels, soit intellectuels sur le lecteur ou sur le spectateur. Parce qu'un registre, ça peut concerner aussi bien un roman, une pièce de théâtre, je ne sais pas, un conte, une nouvelle, aussi bien qu'un film aussi. Donc l'ensemble des éléments qui créent ou là, qui suscitent des émotions chez le lecteur ou là, chez le spectateur, ça s'appelle un registre. Alors, il y en a plusieurs registres, mais les registres les plus importants et dont nous avons besoin ou là, qui nous concernent se résument dans le registre lyrique, le registre pathétique, le registre tragique, le registre polémique. Alors, quand on parle de registre lyrique, on parle de l'expression de soi, on parle de l'expression de l'individualité. Il y a plusieurs caractéristiques qu'on va voir tout à l'heure. Quand on parle du registre pathétique, c'est surtout l'expression du chagrin, de la tristesse, de la mélancolie. C'est surtout lorsqu'on ressent de la pitié, de la compassion envers le personnage, le héros. Le tragique, le registre tragique, c'est un registre qui nous met face à un texte plein de douleur, plein de souffrance du personnage. Le personnage principal, c'est un personnage qui est confronté à un destin, une fatalité à laquelle il ne peut pas échapper. Prenons par exemple Antigone. Antigone va mourir à la fin et elle le sait. On le sait tous d'ailleurs depuis le début de la pièce. Le prologue nous la lance, hein, en quelque sorte. Il nous dit Antigone, c'est la petite maigre noiraude qui pense qu'elle va mourir tout à l'heure. Donc la mort d'Antigone est une mort qui est inévitable. Et dans ce genre de texte où on retrouve, dans ce genre d'œuvre, on retrouve cette fatalité, donc c'est toujours le registre tragique. Mais il y a bien sûr d'autres caractéristiques que nous allons essayer de voir ensemble. Alors, il existe plusieurs types de tonalités, ou bien de registres, ou bien de temps. Rappelons-nous ces trois nominations. On peut dire un registre littéraire, un ton littéraire, ou bien une tonalité littéraire. C'est le lyrique, le pathétique, le tragique, le polémique, le fantastique, l'épique, etc., etc. Alors, on va commencer par le registre lyrique. Il consiste à exprimer et à partager des sentiments personnels, comme par exemple l'amour, la tristesse, la solitude, mais aussi la joie, le bonheur, etc. Donc là où il y a l'expression des sentiments, que ce soit des sentiments heureux, des sentiments malheureux, c'est du lyrique. Alors, le champ lexical des sentiments, des verbes des sentiments, l'usage de la première personne singulier je, des figures de style comme l'hyperbole, l'anaphore, la gradation, sont là des caractéristiques qui marquent ce type de registre qui est le registre lyrique. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve un texte dans lequel il y a l'usage de la première personne singulier je très fréquent dans le texte, donc on peut croire, en grande partie c'est un registre, ce texte fait partie du registre lyrique. Le champ lexical de la nature aussi, le champ lexical des sentiments aussi, donc ce sont des caractéristiques qui nous indiquent, voilà, qui nous montrent que le texte s'inscrit dans le registre lyrique. Prenons par exemple un extrait de La boîte à merveilles. Bon, c'est Mohammed qui parle, le personnage principal. La fatigue envahit mes membres, je me sentis triste et seul. Non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer.
Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirais de dessous le lit, ma boîte à merveille. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. Donc, il y a je me sentis, je ne voulais pas, encore une fois, j'avais ma boîte, je l'ouvris. Donc, ça, c'est Sidi Mohamed, le personnage principal qui est en train d'exprimer ce qu'il ressent à ce moment-là. Bien sûr, ça c'est l'excipit de l'œuvre, c'est la fin, c'est après le retour de son papa. Très bien. Maintenant, passons au deuxième type, le registre pathétique. Alors, le registre pathétique, ça vient du mot grec pathos, qui veut dire la douleur. Donc, on peut comprendre ici en quoi un texte pathétique a de relation avec la douleur. Il crée chez le lecteur un sentiment de pitié, de compassion et de douleur à la fois. Il se caractérise par la présence de phrases exclamatives, des verbes de sentiment, des métaphores de comparaison, le lexique des émotions, la souffrance, la douleur. Il inspire au lecteur une émotion et suscite sa compassion, sa pitié. Bref, son objectif, l'objectif d'un texte pathétique, c'est émouvoir le destinataire, c'est éveiller sa compassion et créer chez lui ce sentiment de pitié. Dans le Dernier jour d'un condamné, le roman de Victor Hugo, le roman à thèse, nous avons moult exemples de passages de textes qui s'inscrivent dans ce type de registre, le registre pathétique. Il n'y a qu'à relire la scène qui le met face à sa fille Marie, lorsqu'il a rendu visite au condamné à la prison. Donc c'est un texte qui fait beaucoup mal, qui cause beaucoup de douleur et de tristesse, qui fait souffrir à la fois le personnage mais aussi le lecteur. Et ça, c'est l'objectif ultime du type pathétique. Alors, pour le registre tragique, c'est un registre qui fait pleurer et émeuvoir le lecteur. Il y a une petite ressemblance entre le pathétique et le tragique, sauf que le tragique se singularise par la présence de la notion de la mort, le destin, la fatalité. Alors, un registre qui fait pleurer et émouvoir le lecteur, le personnage se trouve dans une situation d'impuissance face au destin ou à la loi, et qui finit par mourir. Il se caractérise par la présence des personnages nobles, un registre de langage soutenu, des phrases interrogatives et exclamatives, etc. Également, il se caractérise par la présence d'un champ lexical de la fatalité, du destin et de la mort. Également, l'usage de métaphores, des comparaisons et des figures d'insistance. Donc, le registre tragique, c'est un registre qui se différencie par rapport au registre pathétique par la notion de la mort. Antigone, si on prend par exemple le prologue, ou la scène d'exposition, la première scène, c'est tous la première scène dans une pièce de théâtre, c'est une scène d'exposition, c'est ce qui équivaut un peu à l'incipit dans un roman. Sauf que dans une pièce de théâtre, ça s'appelle une scène d'exposition à travers laquelle nous découvrons les personnages, le lieu, le temps, l'intrigue principale. Donc, qui sont des éléments clés très importants et indispensables à la compréhension de l'œuvre et lors de son analyse ou de son étude. Donc, les personnages dans une tragédie, dans un texte tragique, met en scène des personnages de rang très nobles, des princes, des rois, des légendes, des guerriers illustres, etc. Le registre de langue utilisé dans une tragédie est un registre qui est très soutenu, vu le rang social des personnages mis en scène. Donc on comprend cela. Et puis la présence de l'exclamation aussi, c'est important. Et le champ lexical de la mort aussi, de la fatalité et du destin. Alors on va prendre encore un titre d'exemple, un petit paragraphe d'Antigone. Alors Antigone, c'est un petit extrait du prologue, la scène d'exposition. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon,
son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. La notion du jusqu'au boutisme aussi. Donc, c'est un personnage tragique, c'est un personnage qui va jusqu'au bout de son action, qui ne recule devant rien. Antigone est l'exemple le plus illustre aussi. Et puis, on arrive à la fin, quatrième type, le registre polémique. Polémique, ça vient du grec polémikos, qui concerne la guerre. Il consiste à attaquer avec des mots violents. Le but est de défendre un point de vue ou de refuser un autre, souvent dans une discussion vive. Donc la polémique, c'est une discussion dans laquelle chacun des deux interlocuteurs défend son point de vue et attaque le point de vue de l'autre, défend sa thèse et attaque la thèse adverse, l'adversaire avec des arguments très forts et des fois très violents. Même avec un langage un peu violent. Alors les caractéristiques qui singularisent un peu le registre polémique, c'est les arguments, ils sont très pertinents pour combattre la thèse adverse. Donc il y a un certain conflit verbal entre ces deux interlocuteurs. Il y a des figures d'opposition, les liens logiques d'opposition, or, mais, toutefois, pourtant, en revanche, etc. Dans un texte polémique, on défend ses idées et on attaque les idées adverses. Et généralement, pas toujours, mais on peut même faire usage d'un vocabulaire péjoratif, bien sûr, dans le cadre de critiquer, dans le dessein de critiquer et attaquer la thèse de l'adversaire. On peut trouver ça, par exemple, dans Antigone, parce que Antigone s'inscrit dans le registre tragique, c'est vrai, certes, mais il peut aussi s'inscrire dans le registre argumentatif, polémique, parce que le personnage s'est tracé un objectif à atteindre et tout le monde veut la convaincre de revenir sur cette décision et de renoncer à ce projet. Donc on peut dire que Antigone s'inscrit elle aussi dans un registre argumentatif. Il y a une petite nota bene à ne pas négliger, c'est que on peut trouver dans un même texte plusieurs registres. C'est-à-dire, par exemple, dans un même paragraphe, on peut trouver une phrase ou deux phrases qui s'inscrivent dans le registre lyrique, trois phrases dans le registre pathétique et une dernière phrase, par exemple, dernière deux phrases dans un registre tragique. Donc, on peut trouver un texte qui est réservé spécialement à un type de registre, mais également on peut trouver un mélange de registres dans un même texte. Donc, pas forcément un seul texte et un seul registre. Bien, alors je pense qu'on a assez parlé les registres des textes. On arrive à cette troisième partie qui concerne une leçon assez importante et qui tracasse beaucoup d'élèves de nos jours, c'est le discours rapporté. Le discours rapporté, bon, généralement connu sur discours direct, discours indirect, c'est un discours rapporté. Alors, à titre de rappel, un discours rapporté, c'est lorsqu'une personne rapporte les paroles d'une autre personne ou bien ses propres paroles. Donc rapporter. Il y a deux manières, voire même trois manières. Il y a un discours direct, un discours indirect et un discours indirect libre. On peut rapporter ses paroles ou les paroles d'autrui soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte, soit d'une manière indirecte libre. Alors, le discours rapporté direct, c'est lorsque les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées par la personne elle-même. Donc, celui qui rapporte les paroles ne change rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous rapporte ce discours entre guillemets, encadré de guillemets, comme ils ont été prononcés. On place deux points
après le verbe introducteur, dire, déclarer, répondre, etc. Donc les éléments qui caractérisent, ou les indices qui soulignent la présence, qui caractérisent le discours direct, c'est que le discours est présenté fidèlement tel qu'il a été prononcé par la personne d'origine. Son discours est mis entre guillemets, il est encadré entre guillemets, et il est précédé par 2 points, lesquels qui sont 2 points précédés par un verbe introducteur. Alors, ce qui nous montre que c'est un discours direct rapporté fidèlement, c'est la présence de la phrase introductrice. Il y a le verbe introducteur qui représente généralement un verbe de parole. Dire, déclarer, informer, annoncer, demander, répondre, expliquer. Tous les verbes de parole peuvent faire objet, faire l'affaire d'un verbe introducteur dans un discours direct. Alors, exemple, Créon dit à Antigone, « Je te comprends ». Alors ici, nous avons un verbe introducteur qui est le verbe dire. Nous avons les 2 points ici. Il y a les guillemets qui encadrent le discours. Ça, c'est le discours direct encadré de guillemets, presque 2 points et le verbe introducteur. Ça, c'est pour le discours direct. Ce sont les indices qui montrent et qui singularise, qui nous indique que c'est un discours direct. Pour le discours rapporté indirect, alors les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. Son nom l'indique, les paroles ne sont pas représentées d'une manière directe, mais d'une manière indirecte. Donc, si dans le discours direct, le discours est rapporté, ou les paroles sont rapportées encadrées de guillemets, dans le discours indirect, les paroles sont rapportées dans une subordonnée, proposition subordonnée. Alors, on ne trouve plus les signes de ponctuation. Donc, les 2 points, les virgules ne sont plus les bienvenus dans un discours indirect. Le verbe introducteur, par contre, lui, il doit rester. Alors, l'exemple, Créon dit, verbe introducteur, à Antigone, ici, plus de 2 points, plus de guillemets, et puis on met un pronom relatif qui va nous servir à introduire cette subordonnée relative qui est en effet le discours rapporté. Donc, et on se retrouve avec Créon. Créon dit à Antigone qu'il la comprend. Bien. Alors, ici, nous avons 2 possibilités. Créon dit à Antigone qu'il la comprend, et ici, Créon dit à Antigone qu'il la comprenait. Alors, il y a un changement de conjugaison ici. Le verbe ici, il est au présent. Ici, il est à l'imparfait. Alors, pourquoi ce changement? Alors, ce changement est inhérent à ce verbe introducteur, dire. Le verbe dire, le verbe introducteur dire ici, s'il est pris comme verbe introducteur au présent, le présent du discours ne change pas, il reste le même, comme ici. Alors ici, Créon d'ici, on considère. Alors si on considère ce verbe dire conjugué au présent, alors ici, je te comprends, ce verbe comprendre qui est au présent reste au présent, il n'y a pas de changement de conjugaison. Le changement concerne seulement la personne. Ici, nous avons « je » et on retrouve ici « il ». Donc, le changement concerne seulement la personne, pas le temps de conjugaison. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est un verbe qui est au présent. Alors, par contre, si on considère le verbe « dire » ici comme verbe conjugué au passé simple, là, on est obligé de transformer, de faire la concordance de temps. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur commandite la conjugaison du verbe du discours. Et ici, on passe du présent. Donc, on va considérer que le verbe dire ici, il est au passé simple. Et le verbe ici du discours, il est conjugué au présent. C'est puisque ce verbe-là, il est au passé simple, le présent du discours devient un imparfait au discours indirect. Le présent du discours direct devient un imparfait dans le discours indirect. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au passé simple. Alors,
Pour résumer un petit peu et récapituler, le discours direct, c'est clair. Donc, il suffit de repérer les indices pour l'identifier. Donc, verbe introducteur, deux points, les guillemets, et le tour est joué. Mais pour le discours indirect, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire attention au verbe introducteur. S'il est conjugué au présent ou bien au futur simple, bah, il n'y a pas de concordance des temps, il n'y a pas d'autre changement de conjugaison. Par contre, s'il est conjugué à un temps du passé, bon, on va dire par exemple passé composé, imparfait, passé simple plus que parfait. Donc automatiquement là, on est obligé de s'appliquer à la règle de la concordance des temps. Donc le présent qui devient imparfait, l'impératif qui devient de plus infinitif, le passé composé qui devient plus que parfait, le passé récent qui devient venir à l'imparfait plus de plus infinitif, futur proche qui devient aller à l'imparfait plus infinitif, le futur simple qui devient conditionnel présent, l'imparfait comment dirais-je, le mot m'a échappé. Oui, seule exception, c'est l'imparfait qui reste imparfait dans le plus que parfait qui reste aussi plus que parfait lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect en ayant le verbe introducteur au passé, un temps du passé. Donc, vous avez sûrement vu le tableau de transformation de concordance des temps. Il y a aussi un autre tableau qui est relatif aux indicateurs de temps qui, eux aussi, subissent un changement lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Donc, récapitulons, lorsqu'on est invité, là on est amené à faire une transformation du discours direct au discours indirect, ce qui est important, c'est de faire attention au verbe introducteur, le repérer, identifier son temps de conjugaison et suite à ce temps de conjugaison, on va essayer de voir les temps convenables pour assurer la concordance des temps dans le passage du discours direct au discours indirect.